Dans la masterclass de ce soir, nous recevons pour vous Maître Claude Coelho de Cavallo. Avec lui, nous allons échanger sur le thème de la défense des droits à l'innovation juridique. 3 ans au service de la justice. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Bienvenue sur l'itinéraire. Merci de m'avoir invité. Et Maître, vous êtes noir avec plus de 33 ans de pratique juridique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre parcours? Écoutez, je suis un éternel apprenti parce que tous les jours je découvre dans ce métier des choses qui m'ont échappé et je pense que avec le nombre d'années, il ne faudrait pas se fier à son expérience, mais plutôt profiter de l'expérience collective pour avancer, peaufiner. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la rigueur et le travail bien rendu. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier d'avocat et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? La justice. Le respect des libertés fondamentales a toujours été pour moi un objectif. Je suis partisan de la non-violence déjà, et donc, partant de là, tout ce qui n'était pas droit me heurtait. Et je crois que je suis parti avec cette éducation. Et quelles sont les étapes clés qui ont marqué votre carrière? Je suis arrivé jeune avocat stagiaire, formé par un maître Karl, et qui m'a toujours dit: tant que tu es avec moi, tu es moi, tant que tu seras avec toi, tu seras toi. Donc si tu arrives à prendre l'expérience que je vais te transmettre, le savoir que je vais te communiquer, tu seras peut-être demain un bon avocat. Et j'ai suivi ces préceptes. Croyez-moi, pendant 8 ans de collaboration, je n'ai pas vu le soleil se lever parce que j'étais au bureau à 5 h du matin et je quittais le bureau, il était 20 h. Il a eu raison parce que vous êtes un avocat exceptionnel. Et c'est peut-être un gros mot, exceptionnel. Je suis juste un avocat. Et vous êtes réputé pour votre expertise en droit des affaires. Quelle évolution majeure avez-vous observée dans ce domaine au Congo? Les choses ont, c'est vrai, évolué avec l'acte uniforme OHADA. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que la sécurité juridique et la sécurité judiciaire, qui est le combat dans notre pays, doit être au fait de nos attentes. Pourquoi? Parce que pour qu'une économie se développe, il faudrait que l'investisseur qui arrive sache qu'il investit, mais que son argent, il pourra retrouver cet argent, le transférer facilement. Et que lorsqu'il aura une difficulté, quelle qu'elle soit, il y aura une justice à même d'être objective et de rendre une décision exclusivement fondée sur la rigueur du droit. Et le droit social est un autre de vos domaines de prédilection. Est-il, selon vous, suffisamment pris en compte dans les rapports employeurs-employés? C'est un rapport de force. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, et on reviendra peut-être un peu plus tard, que le droit du travail devient, comme le droit des affaires, technique. Or, vous avez des employés qui, malheureusement, n'ont pas la culture juridique, qui vont devant un tribunal, qui ne respectent pas les règles procédurales et qui se voient déboutés, alors que sur le fond, ils ont raison. Et moi, j'avais toujours, et je propose toujours, que d'un point de vue social, le ministère d'avocat devienne obligatoire, parce que ça va permettre le rétablissement de l'équité. Or, vous savez qu'en droit, l'équité est la forme fondamentale
du respect des citoyens et du respect de la justice. Et Maître Coelho, comment accompagnez-vous les entreprises ou les particuliers dans la résolution de litiges liés à ces deux domaines? Cela dépend de la nature juridique du contentieux qui vous est soumis. Et cela dépend aussi de l'ouverture d'esprit de celui qui vous emmène ce contentieux. Mon rôle à moi, c'est de conseiller, de diagnostiquer et de proposer. Maintenant, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. J'ai juste une obligation, c'est elle de dire la vérité au client. Dans ce dossier, voilà les points forts de votre dossier, voilà les points faibles. Qu'est-ce que nous faisons? Mais vous avez des clients qui, devant l'évidence, vous diront mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès, et puis d'autres qui vous diront pour le principe, nous allons jusqu'au bout. Oui. Et là, vous savez que vous avez, parce que nous sommes tenus à une obligation de moyens et non de résultats, vous avez mis en œuvre la stratégie nécessaire pour permettre à ce client de comprendre qu'il y a un aléa dans son dossier et que, inévitablement, cet aléa peut lui être défavorable. Et vous affichez une passion pour le droit numérique, encore peu valorisé ici au Congo. Pourquoi ce choix? Parce que ça va faciliter la vie. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. La numérisation de la justice, qui est pour moi quelque chose de nécessaire aujourd'hui, permettra beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de tribunaux, une décision est rendue. Dans l'heure, cette décision est rendue publique. On sait exactement ce que le juge a décidé. On ne peut pas reprocher à un juge la corruption, la concussion, si la décision qu'il rend est portée à la connaissance de tout le monde immédiatement. Déjà le fait que l'on sache qu'une décision sera connue de tout le monde dans l'heure de son prononcé fera que beaucoup de choses qui ne se font pas de la meilleure manière qui soit, mais se fassent au moins mieux que cela ne se fait. Nous avons de très bons magistrats, de très très bons magistrats, je vous le dis en toute connaissance de cause. Mais il faudrait qu'on leur donne les moyens. Quand vous avez un dossier de 600-700 pages, mais comment vous pouvez résumer 600-700 pages? C'est énorme. C'est énorme. Ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec l'implémentation de cette numérisation de la justice, mais il y a des choses qui peuvent se faire en un clip. Vous avez le greffe qui peut être modernisé. Je n'ai plus besoin, moi, d'aller fouiller dans un registre de mon téléphone ou de mon computer, mais je saurai, j'aurai la traçabilité du dossier. Je saurai qui a été désigné juge rapporteur. Je pourrai communiquer facilement. Je peux même être ailleurs. Et si on arrive à ça, plaider en virtuel. Donc vous voyez que ça peut faciliter énormément de choses. Et Maître, quels sont selon vous les défis juridiques majeurs posés par la transformation digitale, cybersécurité, protection des données, commerce en ligne? Alors, les données personnelles, c'est ce qui me fait peur. Parce que c'est bien beau que nous ayons à remplir des formulaires, à mettre toute notre vie, mais nous ne savons pas l'utilisation qui en est faite. Et moi, c'est cette fragilité sur les données personnelles qui me répugne un peu. Je ne sais pas comment nous allons arriver à solder ce déficit, cette carence, parce qu'on vous dit mettez sur iCloud, ok, vous pouvez mettre sur iCloud, mais que fait iCloud de vos données personnelles? Et pensez-vous que le cadre législatif congolais est adapté à cette évolution numérique? Il est en train de s'adapter. Ah. Il est en train de s'adapter, mais comme on dit, une loi pour qu'elle s'adapte, il faudrait que les gens s'y intéressent.
et que les gens s'y forment. Je viens d'apprendre que il va y avoir des étudiants qui vont partir en Russie, sauf erreur de ma part, pour se former. Mais ce n'est pas suffisant, il faudrait que tous, nous ayons cette envie de nous former. Oui. Parce que le monde de demain est un monde quasiment virtuel. Aujourd'hui, vous n'avez plus, en Europe, pour parler de l'Europe, même dans d'autres pays africains, vous n'avez plus à vous rendre dans une mairie pour vous faire délivrer un acte de naissance. Wow. Un acte de mariage, par exemple. Alors, ces choses-là, dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons dépassés. Donc, il faudrait qu'on s'y conforme. Mais je dis qu'il y a des textes que le Congo prend, qui sont des bons textes, de standards internationaux. Oui, mais il faudrait continuer, surtout dans la formation. Et cette formation, elle est nécessaire. Vous savez, c'est une niche d'emploi, une très grande niche d'emploi. Naturellement. Alors, vous avez été bâtonnier national. Quel principe avez-vous incarné pendant vos 2 mandats? J'ai essayé de rendre l'Ordre national des avocats visible. Peut-être que je n'ai pas réussi en tout, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et vous avez été reçu par le président récemment. Qu'en est-il exactement? Le président de la République nous a reçus dans le cadre de l'Union nationale des avocats d'Afrique centrale, parce que, et c'est le projet que je continue de mener, même si je ne suis plus bâtonnier national, c'est celui qu'il y ait à Brazzaville une école régionale de formation des avocats de la zone CEMAC-CESC. D'ailleurs, les 27 et 28 à Douala se tiennent une réunion importante de l'UNAC où 42 barreaux donc, de la zone CEMAC sont attendus pour qu'on puisse signer les statuts de cette école, les modalités de la formation, et nous reviendrons voir Monsieur le Président de la République pour lui dire: vous nous avez demandé certains préalables, nous avons réuni ces préalables. Au demeurant, nous avons été reçus par le président Oligui, nous avons été reçus par le Premier ministre de la Transition à Libreville lors de la rentrée solennelle du barreau de Libreville. En septembre, nous avons été reçus à N'Djamena par le ministre de la Justice qui a donné aussi son accord de principe. Nous avons tenu à Lyon, dans le cas de l'intelligence artificielle dans le milieu judiciaire, une réunion de l'UNAC. Et je pense que à Douala, les 27 et 28, nous arrêterons les principes de cette école de formation que nous comptons mettre en place, si tout va bien, en 2026 à Brazzaville. Et on comprend par là que vous avez accordé une grande importance à la formation des avocats. Pourquoi est ceci essentiel pour vous? C'est mon objectif principal, la formation. Vous savez, la formation, elle est générale. Et moi, je veux une formation spécialisée. On ne peut pas être bon en tout. Oui, il faut se spécialiser quelque part. Il faut se spécialiser. Et il n'y a pas que les avocats qui doivent se spécialiser. Les magistrats aussi doivent se spécialiser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est peut-être la petite différence, un magistrat aujourd'hui, il est au parquet. Demain, il est au siège. Mais il sera un magistrat généraliste complet, c'est vrai. Mais si on le spécialise dans quelque chose de précis, il sera très fort. Il y aura un meilleur rendu. Il y aura un meilleur rendu. Et maître, comment maintenir l'indépendance de l'avocat dans un environnement parfois politisé ou économiquement difficile? En tant qu'ancien bâtonnier national, je peux vous garantir qu'il faut avoir les épaules solides pour résister à beaucoup de pression. Mais dans la vie, il faut toujours avoir pour bouclier la loi. Et je pense que c'est la loi qui nous sauve. Si vous venez me demander quelque chose qui est contraire à la loi, il faudrait que je vous le dise de la manière la plus franche, que ce que vous me demandez est contraire à la loi. Et je ne peux pas faire ce qui est contraire à la loi. Si vous n'avez pas le courage de le dire, ben, vous allez dans des travers. Et lorsque vous allez dans des travers,
c'est vous qui assumez après. Et pour terminer, quel message donnerez-vous aux juristes ou aux étudiants congolais en droit? Les métiers de la justice sont des métiers passionnants, mais il faudrait être rigoureux. Et la rigueur, elle est intrinsèque. Si vous prenez votre métier à la légère, ça ne sert à rien. Il est très exigeant ce métier, très exigeant. La rigueur, le travail, ce sont les maîtres mots dans cet échange. Alors, c'était la masterclass et nous avons reçu pour vous Maître Claude Coelho de Cavallo et nous avons échangé sur le thème de la défense des droits à l'innovation juridique. Notons que Maître Coelho, il totalise déjà 33 ans au service de la justice. Ça fait beaucoup. En tout cas. Et on vous Merci. souhaite encore beaucoup d'années. Merci, madame. Merci.